Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs. Qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondistes ou simples touristes, nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout, sur notre blog bien sûr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel épisode. Pour commencer cette nouvelle saison du podcast de Parents Voyageurs, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez découvert plein de choses en famille, vous êtes créés de super souvenirs et que vous êtes d'attaque pour une nouvelle rentrée, une nouvelle année, une nouvelle saison. En tout cas, vous pourrez compter sur Émilie et moi cette année encore pour vous partager de nombreux témoignages inspirants de la part de familles voyageuses. Depuis 5 ans déjà, nos invités ont fait sauter bien des barrières, franchi les frontières et surmonté des obstacles pour partir en voyage en famille. Ils nous ont montré que tout était possible pour réaliser ses rêves. Mais aujourd'hui, on va aller encore un cran plus loin avec Aline. Il y a 6 ans, Aline et Nicolas ont vu leur vie bouleversée par la naissance de Charlotte, grande prématurée. Les séquelles de ses premiers mois de vie survenues beaucoup trop tôt sont importantes. Charlotte souffre aujourd'hui de paralysie cérébrale et présente d'importants handicaps moteurs qui la privent totalement d'autonomie. Après un long cheminement, des hauts et des bas comme on peut l'imaginer, Aline et Nicolas ont tenu la promesse qu'ils s'étaient faite il y a 5 ans et demi, celle de montrer la beauté du monde à leur fille. Un parcours hautement inspirant s'il en est. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aline, bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Bonjour. Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. On s'est trouvés, j'ai envie de dire, c'était les grands esprits qui se rencontraient quand on s'est contactés. Parce que tu m'as écrit un jour où, moi ça faisait plusieurs jours où je me disais, cette famille, il faut que je m'en renseigne un peu, ça a l'air chouette le projet, j'aimerais bien les interviewer. Et puis voilà. Alignement de planètes. Exactement. Donc c'est super, merci beaucoup. Merci à toi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, toi et ta petite famille, s'il te plaît ? Bien sûr, avec plaisir. Alors, donc Aline, j'ai 44 ans, je suis maman de 2 enfants, Mathis qui a 20 ans et Charlotte qui aura 6 ans demain. Et je suis mariée à Nicolas qui a 51 ans. Nous nous sommes rencontrés il y a un petit peu plus de 7 ans maintenant et assez rapidement parce que l'âge faisant, on a eu un projet d'enfant et on a eu notre petite Charlotte qui est née donc le 14 août 2018 à 26 plus 4 SA, semaine d'aménorrhée. Donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est 5 mois et demi de grossesse. Donc elle est née très grande préma. Donc voilà, ça pose déjà un petit peu le début de notre histoire où très rapidement, un jeune couple qui se rencontre depuis un peu plus d'1 an qu'on était ensemble et boum, on rentre de plein pied dans les épreuves de la vie telles qu'on peut en avoir. Donc c'était un accident de vie, on appelle ça souvent, pour nous, la naissance de Charlotte a été un accident de vie très violent, très brutal et d'inattendu puisque tout allait bien dans ma grossesse. Passé ces mois d'hospitalisation suite à sa naissance, passé aussi ces moments terribles avec des montagnes russes où Charlotte a failli mourir à plusieurs reprises sur son premier mois de vie, on s'est juré assez rapidement que si elle vivait et que si finalement on sortait tous indemnes de cette histoire-là, qu'on lui ferait voir toute la beauté du monde. Pourquoi ? Parce que c'est une passion pour Nicolas et moi le voyage depuis toujours et parce que ça nous tient à cœur de transmettre cette passion-là et quelque part, on avait une revanche à prendre sur la vie et on s'est dit on sortira de cette unité de réanimation et on va avoir des projets fous avec notre fille. Donc Charlotte, effectivement, a passé le cap et est rentrée à la maison en décembre 2018. Donc là, il y a eu une petite période de lune de miel, j'ai envie de te dire, où on se disait que le pire était passé. On savait qu'avec une naissance si court terme, avec des complications plus importantes comme elle a pu faire, et une réanimation notamment, les risques de séquelles sont existants, évidemment, mais on avait l'espoir qu'on avait vécu le pire et que la vie allait pouvoir reprendre son cours à peu près normalement, ou en tout cas de manière plus sereine.
Bon, c'est pas le cas. Charlotte a démontré au bout de quelques mois des difficultés en termes de développement psychomoteur. On était suivis, dès le début, on a choisi d'être suivis dès sa sortie de l'hôpital, puisque sur des prémas comme ça, il est conseillé quand même de continuer de poursuivre un suivi avec des professionnels kinés, psychomotes, etc., pour détecter d'éventuels troubles et intervenir de manière très tôt dans la prise en charge de l'enfant. On a bien fait. Donc, il s'est avéré que Charlotte, en fait, avait une séquelle neurologique. Voilà, et pour la faire courte et pour résumer, elle a aujourd'hui une paralysie cérébrale qui est une atteinte au niveau du noyau gris central et qui impacte sa commande musculaire. Donc, elle ne peut absolument pas faire ce qu'elle veut du tout de ses muscles et elle a une autonomie qui est inexistante. Pas de tenue assise, pas de déplacement autonome, pas possible de manger seule, un langage qui est compliqué. Voilà, c'est un handicap qui est très lourd, on ne va pas se mentir. Alors, comment nous, on a pu cheminer malgré ça pour aller jusqu'au bout et se dire que ce projet de l'emmener voir la beauté du monde, il allait quand même voir le jour. Ça s'est pas fait de manière hyper fluide, hein. Il a fallu un petit peu de temps et une période de cheminement. J'aime pas le mot acceptation, donc je vais dire de cheminement, pour que le handicap entre dans nos vies et puis se dire qu'on allait devoir tout repenser, notre quotidien évidemment, l'avenir, mais aussi les projets. Il y a eu une période où on s'est dit que c'était fini, on a touché un peu le fond, que la vie quelque part s'arrêtait un petit peu là pour nous, puis qu'on n'allait plus être en mode survie. On a refusé ça. Il y a un moment, on a eu quelque chose qui s'est passé dans notre vie aussi et qui a fait qu'on s'est dit mais non, mais c'est pas fini en fait. Et la résilience est venue à ce moment-là pointer le bout de son nez. Et on s'est dit ok, bon ben on va le faire. On va le faire différemment. Ce voyage, à la base, c'était un tour du monde qu'on avait prévu. Mais le tour du monde, c'était quelque chose de trop ambitieux par rapport à son handicap lourd et aux appareillages que nécessite le quotidien de Charlotte. Donc voilà, on a revisité la chose et on s'est dit, bon, alors ça sera en voiture, avec notre véhicule, avec un gros véhicule avec lequel on pourra tout emmener. Et ça sera donc par la voie terrestre. Donc le road trip, finalement, est né. Charlotte avait, je dirais, 2 ans. On s'est dit, on partira quand même. Coûte que coûte, quoi qu'il arrive, on partira quand même. Voilà, un peu pour la jeunesse de l'histoire et du projet, finalement. Bon, t'as déjà soulevé plein de sujets, j'ai plein de questions, mais c'est vrai que bon... Désolée, je suis très bavarde sur le sujet. Non, mais c'est très bien parce que bon, c'est intéressant que tu poses un petit peu le cadre. C'est important, oui. Ouais. Et donc, juste avant d'enchaîner évidemment sur le voyage, ce road trip que vous avez fait, parce que bon, c'est ce sujet-là qui nous a amenés à nous rencontrer. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu comment c'est la vie quotidienne du coup avec Charlotte? Tu as parlé notamment d'appareillage, tu as expliqué une autonomie inexistante. Je pensais que tu allais dire genre très faible ou assez limitée. Non, c'est inexistante. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu dans votre quotidien qu'est-ce que ça veut dire en fait tout ça? Alors, ça veut dire que Charlotte, on est tout le temps en train de la porter. Que tu peux pas faire un pas quelque part sans apporter un appareillage, puisque pour les temps de repas, par exemple, elle va aller dans ce qu'on appelle un siège-coque qui est moulé sur mesure et qui va la maintenir correctement en termes de tenue de tronc, au niveau du bassin, où elle va pouvoir être suffisamment confortable pour des temps de repas, pour des temps aussi d'activité manuelle, parce qu'il y a une tablette devant elle où on peut poser des choses, des temps de jeu également. Donc ça, c'est un des outils indispensables du quotidien sans lequel on ne peut absolument rien faire. Ensuite, elle a aussi ce qu'on appelle un motilo. Donc un motilo, il faut t'imaginer, c'est comme un petit trotteur adapté, d'accord? Donc c'est vraiment du matériel médical. Donc c'est quelque chose qui lui permet de faire des petits déplacements en tapant un petit peu sur ses pieds, et puis d'être dans une position verticale. Et pour elle, ça c'est hyper important. Elle aime beaucoup être dans son motilo. Donc ça, c'était pour nous impensable de ne pas l'emmener. C'est pas un outil, si tu veux, indispensable dans le côté rééducation, etc. On pourrait s'en passer. Sauf que Charlotte, vraiment, elle aime ce temps-là où elle est dans son verticalisateur et qu'elle peut se retrouver à regard d'homme, tu vois, j'ai envie de te dire. Ouais. Donc c'est vraiment important. Donc on voulait absolument l'embarquer avec nous sur ce road trip. Et puis ensuite, elle a aussi quotidiennement ce qu'on appelle un verticalisateur, qui pour le coup est quelque chose qui est
vraiment qui a une vocation à de la rééducation et qui est hyper important pour répondre à un certain nombre de besoins physiologiques. Donc elle est vraiment verticalisée de manière très... enfin, elle est attachée, un peu sanglée, etc. C'est un petit peu barbare hein, quand même comme engin pour éviter certaines choses, notamment, alors ça peut être, ça va favoriser la digestion, la circulation du sang, ça va éviter le risque de rétractation musculaire, qui est un vrai risque chez des enfants atteints de la paralysie cérébrale, de la maladie dont souffre Charlotte. Ça va également permettre de consolider les os, enfin, des choses vraiment sur lesquelles on rigole plus là. C'est pas pour... c'est pas du confort, c'est indispensable. Donc on se devait aussi de partir avec. Donc notre quotidien, si tu veux, pour imaginer, on passe d'appareillage en appareillage et de bras en bras toute la journée. Voilà, c'est à peu près ça. Heureusement, il y a aussi des moments de jeu au sol, un peu en motricité libre sur des tapis de jeu pour qu'elle puisse se fouler un petit peu toute seule au sol et qu'on ait des moments aussi où elle est posée et où nous, on l'a pas forcément dans les bras, puisque physiquement, c'est des journées qui sont très très exigeantes. Ouais. Mais du coup, c'est toi qui t'en occupes toute la journée ou tu travailles genre à mi-temps ou comment ça s'organise? Moi, quand j'ai eu Charlotte, j'étais responsable ressources humaines. Donc j'ai tenté de reprendre mon job au bout d'un an à peu près. Clairement, ça a tenu 2 mois. Mon médecin de famille m'a arrêtée en disant « Non mais là, on va droit dans le mur, stop ». Donc voilà, j'ai eu la folie de penser que je pourrais concilier les deux. C'était un moment où les diagnostics tombaient. Où on touchait le fond. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on a eu un moment vraiment où on a touché le fond. C'était là, en plein, où j'ai repris mon activité professionnelle. Donc, je me suis retrouvée en arrêt maladie un certain temps. Et puis, en congé pour présence parentale, c'est un congé dont peut bénéficier un parent quand un enfant est malade ou atteint d'un handicap et qui nécessite la présence d'au moins un des 2 parents pour l'accompagner au quotidien, pour l'accompagner à des rendez-vous médicaux, pour ses soins, etc. Donc moi j'ai été en AJPP donc pendant 1 an à peu près. Et puis ensuite on a conclu une rupture conventionnelle quand j'ai digéré le fait que vraiment je ne pourrais pas reprendre ce travail-là où j'étais cadre à temps plein, etc. Cette carrière, elle était plus possible. Il a fallu aussi un temps d'acceptation pour ça. Donc j'ai négocié une rupture conventionnelle avec mon directeur de l'époque qui m'a tout à fait suivie. Et donc moi, à titre professionnel, je reprends tout doucement depuis 1 an. J'ai créé mon auto-entreprise. Je me suis reformée, je suis coach professionnel, donc j'accompagne plutôt des salariés cadres sur des thématiques parfois de reconversion, quête de sens, accompagnement au management, etc. Donc je me retrouve quand même toujours dans l'accompagnement humain, mais à mon rythme, à mon compte, et je prends les missions que je peux prendre par rapport aux besoins de Charlotte. Ouais, ok. Et le papa, du coup, lui, il travaille... Alors là, il est cadre dirigeant, donc lui, il bosse, il a un métier assez prenant, avec peu de déplacements, donc c'est tout à fait... comment dire, ça s'imbrique, son activité s'imbrique avec l'organisation qu'on a en place aujourd'hui, et lui peut se permettre de mener cette carrière-là. Et heureusement, puisqu'il faut quand même le dire, c'est aussi un tabou, le monde du handicap coûte très cher. Donc si on veut avoir des apparaillages en plus qui améliorent le confort, qui améliorent la possibilité de vivre des moments de loisirs, de plein air, je pense par exemple à des vélos adaptés, à des choses qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale et par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, il faut vraiment de l'argent. Nicolas est celui qui fait bouillir la marmite. Moi, je suis celle qui gère Charlotte au quotidien, tout en menant une petite activité professionnelle à côté pour ma santé mentale, j'ai envie de te dire. Ouais, tout à fait, j'imagine. Mais est-ce que Charlotte, elle va à l'école ou Oui. dans un centre, ou enfin, je sais pas trop ce qui existe. Alors, on a la chance à Dijon, donc on habite à Dijon, je ne l'ai pas précisé dans notre présentation. On a la chance à Dijon d'avoir une classe Ulysse qui existe pour des enfants en troubles moteurs dès la maternelle. En général, les classes Ulysse, en général, c'est même tout le temps, c'est le seul dispositif en France qui démarre dès la maternelle, qui prend en charge des enfants avec des troubles des fonctions motrices. Ça démarre d'habitude en élémentaire. Ouais. Et donc là, coup de bol, on ne savait pas que Dijon était la seule à disposer de cet outil-là. Et bon, dans notre malheur, on a quand même eu de la chance là-dessus. Donc elle a pu effectivement faire sa rentrée à l'école en maternelle à 3 ans, comme n'importe quel enfant.
Donc voilà, donc là, normalement, elle devrait rentrer en CP, puisque Charlotte aura 6 ans demain, sauf que les apprentissages prennent toujours plus de temps aussi, hein. Il y a des troubles des apprentissages chez les enfants avec une paralysie cérébrale, parce que qui dit trouble des fonctions motrices dit impact aussi sur la façon d'entrer dans les apprentissages. Ouais. Donc elle fait une année de plus. Il y a eu un maintien de demander qui a été accepté par la directrice académique. Donc Charlotte fera un an de plus dans cette Ulysse. Merci pour toutes ces explications. Moi, je suis assez vierge de toute connaissance sur le milieu du handicap. Donc, voilà, je pose des questions un petit peu naïves. C'est parfait. C'est aussi l'occasion de sensibiliser parce que c'est aussi un de nos... Voilà, pour nous, c'est un combat de faire voir un petit peu aux personnes qui ne connaissent pas. Parce que moi-même, avant d'être... mise d'un peu comme ça du jour au lendemain dans le monde du handicap, je n'y connaissais strictement rien et j'avais absolument pas conscience de tout ce que ça représentait et de l'impact que ça avait dans la cellule familiale, dans le quotidien, etc. Dans le couple aussi. Ouais, je pense qu'on n'imagine pas en fait. On peut pas s'en douter, on peut pas le savoir tant qu'on n'y est pas confronté. Donc, tout à fait. Ouais, c'est important en effet de. Rien que pour ça, en fait, je suis très heureuse de pouvoir écouter ton histoire et lui donner une petite audience pour qu'on soit un petit peu plus tous sensibilisés au sujet, quoi. Du coup, on peut. Je pense maintenant on a un peu une petite idée quand même. De à quoi peut ressembler votre quotidien. Tu nous as expliqué que depuis presque le début, finalement, vous avez cette envie de faire découvrir le monde à votre fille et que c'est pas parce qu'elle a des handicaps qu'elle peut pas profiter de la beauté du monde. Et donc, tu nous as expliqué d'où est venue cette idée du voyage. Oui. Comment vous l'avez préparé. Donc vous êtes assez rapidement quand même, j'ai cru comprendre, mis sur l'idée d'un road trip avec votre véhicule, votre matériel, c'était plus confortable. Oui. Et après, dans le choix des pays, est-ce que l'accessibilité quand même est rentrée en ligne de compte ou alors vous avez suivi vos envies? Comment vous avez préparé ce voyage? Un peu les deux, j'ai envie de te dire. On a évidemment... suivi nos envies parce qu'on s'est dit Charlotte est un petit gabarit, elle fait 15 kilos donc on a presque encore un grand bébé avec nous si tu veux en termes de portage, même s'il faut quand même se rendre compte qu'elle est très difficile à porter parce qu'elle a des grosses tensions musculaires qui font qu'elle elle peut se transformer en bout de bois, elle est très très difficile à porter. Physiquement c'est très engageant, mais voilà, 15 kilos, c'est encore possible de partir un petit peu à l'aventure, de la porter. Par exemple, pour t'illustrer ça, on a fait énormément de randonnées, énormément d'ascensions, par exemple, des châteaux, tu vois, tu vas jusqu'en haut de la tour, etc. Donc moi, je la portais en porte-enfant. Ok. Puisque la poussette, se taper 300 marches avec une poussette, c'est pas possible. Non. Par contre, en porte-enfant, alors je te cache pas que c'était sport, ça a été très très intense physiquement, mais c'était encore possible. C'est pour ça aussi qu'on voulait ce road trip qu'il arrive pas trop tard, parce qu'on savait qu'on allait encore pouvoir la porter assez facilement, et donc se permettre beaucoup de choses sans trop regardant sur les questions d'accessibilité. Ouais. Idem au niveau des logements. Donc parfois, on a choisi des logements parce que vraiment, gros coup de cœur, quand on les voyait sur, que ce soit sur le site agrotourisme. Pour l'Italie, on a fait beaucoup d'agrotourisme pour être un peu en immersion et puis vivre dans les fermes. Quand on avait un coup de cœur sur Airbnb, sur un logement, parce qu'une vue de dingue, on s'est dit, ok, il y a pas mal de marches, ça va être un peu sport, parce qu'en plus, on déchargeait la voiture tous les 4 jours, il y avait les appareillages qui sont très lourds, mais tant pis, quoi. On le fait, et ça, clairement, dans quelques années, on n'aurait pas pu se permettre. La question de l'accessibilité, elle aurait été vraiment au centre des choix. Ouais. Donc là, on a pu se permettre d'y aller en fonction de nos envies. Donc vraiment à la base de ce projet de road trip, ce qu'on voulait, c'était aller jusqu'en Grèce et faire les Cyclades. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en partant que 3 mois, ça faisait un programme beaucoup trop intense, un itinéraire trop dense et avec des étapes qui allaient s'enchaîner de manière vraiment trop rapide. C'est-à-dire que là, déjà, tu vois, on bougeait tous les 4 jours. Donc c'est déjà intense comme rythme quand même, que ce soit pour nous au niveau de la logistique, mais pour Charlotte en termes d'adaptation. Donc là, on allait se retrouver à enchaîner les étapes tous les 2-3 jours si on voulait pouvoir aller jusqu'à la Grèce et les Cyclades. Donc il y a à peu près un peu plus d'1 an, je dirais, Charlotte a 6 ans demain, il y a 2 ans. Elle avait 4 ans, on a arrêté l'itinéraire définitif et on s'est dit, ça sera d'abord l'Italie parce qu'on est des amoureux inconditionnels de l'Italie.
et qu'on y est déjà allé plusieurs fois, mais toujours voilà, quelques jours. Et on s'est dit un jour, si on pouvait sillonner un peu plus dans ce pays, ça serait un gros kiff. Donc c'était clair pour nous que ça allait démarrer par l'Italie. Une fois que tu as fait ce constat-là, tu te dis ok, bon, on enchaîne par quoi, sachant qu'on a 3 mois, qu'on veut se poser au moins 4 jours sur chaque étape. Donc assez rapidement, on s'est dit, ok, la Slovénie, on voulait finir en plus par Venise, parce qu'on est des amoureux de Venise, pour y être allé plusieurs fois en amoureux, avec une demande en mariage. Enfin, voilà, je te raconte des anecdotes perso, plus un voyage de noces l'année dernière là-bas. Donc pour nous, on y était allés tout seul, en couple, y aller, retourner dans ce lieu tellement chargé de sens pour nous, qui est un lieu ressource pour Nicolas et moi, avec Charlotte, voilà, c'était l'apothéose totale de ce voyage en Italie. Donc on s'est dit on finira sur l'Italie, donc t'as quoi après? T'as la Slovénie très rapidement, et c'était un pays qui nous faisait très envie à l'un et à l'autre. Et c'est marrant si tu veux, parce qu'avec Nicolas, on se connaît que depuis 7 ans. Donc des rêves, on en avait l'un et l'autre de voyage, mais voilà, qu'on se retrouve sur les mêmes envies de voyage en Europe, c'était pas forcément, tu vois, lui aurait pu dire non, moi je suis plus sur les pays scandinaves ou aller plus Espagne, Portugal et tout, et non, très très facilement et très naturellement, les pays qu'on a choisi de traverser, c'était vraiment des envies très fortes qu'on avait l'un et l'autre, donc ça s'est fait vraiment facilement. Donc quand tu parcours la Slovénie, tu te rends compte qu'en redescendant, tu as la Croatie, puis le Monténégro. Et c'est là où on s'était dit, ok, on ira jusqu'en Grèce, puisqu'il n'y a plus que l'Albanie à traverser. En plus, on était hyper curieux, pour le coup, d'aller aussi voir un petit peu en Albanie à quoi ça ressemblait. Et puis d'atterrir en Grèce avant de repartir en Italie en prenant un ferry en Grèce. Bon, voilà, comme je te disais tout à l'heure, ça faisait trop. Vraiment, on s'est dit, ça va être de la folie. On a bien fait. C'était largement suffisant. Donc, on a repris un ferry pour Bari, pour les Pouilles, comme c'était prévu, mais depuis Dubrovnik, après avoir sillonné le Monténégro pendant 15 jours. Ok. Bon, c'est déjà un bel itinéraire et c'est vrai que moi j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup ces pays. J'aime beaucoup l'Italie que je connais un petit peu. Les autres pays, ils sont dans notre liste des pays à découvrir. On ne les connaît pas encore. Je te conseille vraiment. Et juste pour revenir un tout petit peu avant le départ, comment vous en avez parlé à Charlotte et qu'est-ce qu'elle en a compris, qu'est-ce qu'elle en a pensé avant de partir? Alors Charlotte, elle a compris qu'elle allait partir, on lui a dit que c'était vraiment des grandes vacances, on appelait ça comme ça, et qu'on allait... En fait, on l'a aussi impliquée, je lui montrais par exemple quand on choisissait un hébergement, on a fait 28 étapes au total. Donc les étapes, les hébergements, une fois qu'ils étaient choisis, je lui montrais où on est aller, et puis on a tenu un carnet de voyage, un journal de bord qu'on a commencé avant de partir, où je collais des photos des lieux dans lesquels, sur chaque étape, il y avait une photo de l'hébergement, une photo de spot emblématique, si tu veux, qu'on allait forcément aller voir avec elle et visiter pour qu'elle se projette un peu. Bien sûr, je ne lui ai pas montré les 28 étapes et les 3 mois comme ça, d'un coup. Au fur et à mesure que le temps avançait et que le départ se rapprochait, on lui faisait découvrir des images au fur et à mesure du voyage. Et puis, ce qu'elle a compris aussi, c'est qu'elle n'irait plus à l'école et voir ses copains. Donc ça, c'était pour elle... ça lui a manqué, vraiment, l'école. Elle adore aller à l'école. C'est quelque chose pour elle qui est hyper important dans sa petite vie, dans son quotidien. Donc on avait un petit peu peur d'ailleurs, dans les appréhensions qu'on avait avant le départ. Ça, c'était de se dire, est-ce qu'on n'est pas égoïste quelque part, tu vois, et on va la priver de quelque chose qui est important pour elle. Mais au final, non, ça a vite été balayé très vite. On y reviendra peut-être. Dès la première étape, on s'est dit « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a bien fait !» Donc oui, on lui a vraiment beaucoup parlé de ce voyage. Pas trop tôt, parce que je pense qu'un enfant... En plus, Charlotte, elle n'a pas la même compréhension que les autres enfants. Elle percute tout, elle comprend tout. Mais, comment te dire, il faut lui répéter quand même les choses. Et puis, elle n'a pas la notion du temps, en fait, encore. Voilà. Mais donc, déjà, de toute façon, tu dis c'était 2 ans avant, elle avait 4 ans. À 4 ans, c'est très difficile, la notion du temps. Tu leur dis dans 2 ans, on va partir 3 mois en vacances. Ça veut rien dire. Ouais, ça veut rien dire pour aucun enfant de 4 ans. Donc on a attendu vraiment, je te dis, on a commencé à lui en parler 3 mois avant. Et puis 1 mois avant le départ, là vraiment, ça a été le top départ de « Ok, maintenant on lui montre des choses, on lui montre ce qu'on va faire, ce qu'on va voir. On achète des livres, tu vois, qui parlent de découvertes, de voyages, des pays qu'on allait traverser, qui s'adressent à des enfants. Voilà.
Et elle était plutôt enthousiaste, elle posait des questions Alors, elle n'est pas suffisamment verbale, Ouais, tu ok. vois, pour être dans une discussion comme tu peux l'imaginer, comme on peut l'être toi et moi là en ce moment. Donc non, elle pose pas de questions à proprement parler. Par contre, tu sens bien qu'elle s'intéresse, qu'elle est curieuse. Quand on lui disait que là, on va faire du bateau, que là, on va faire du train, que là, on va prendre un téléphérique pour aller en haut d'une montagne, etc. Tu vois, vraiment, elle était curieuse et elle a envie qu'on Hmm. continue de lui raconter et de lui expliquer. Ouais, génial, ça, déjà ça partait bien. Ouais, Tu as rapidement évoqué, je rebondis dessus parce que c'est une de mes questions que j'avais prévues, des appréhensions avant de partir. ouais, Donc il y en avait une, c'était un peu de la sortir d'un cadre qu'elle aime beaucoup et dans oui. lequel elle s'épanouit. Est-ce que vous aviez d'autres appréhensions? Oui, alors là, j'ai envie de te dire, on va oublier le côté handicap. Comme Ouais. n'importe quel parent qui embarque son gamin sur un tour du monde ou un road trip, peu importe, pendant des mois, on se dit, c'est un projet un peu fou euh, de grand, d'adulte, où nous, on réalise un rêve. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait pour nos enfants? Oui, évidemment, parce qu'on se dit, on va partager des trucs dingues avec eux et leur transmettre des choses qui sont pour nous importantes. La découverte du monde, voilà, découvrir des cultures. Euh, enfin, l'ouverture sur le monde et sur les autres au final. Mais est-ce que eux, c'est leur choix? Bah non, c'est le choix des parents, parce que c'est quand même les parents qui décident. Donc il y a un côté un peu égoïste au départ où tu te dis, est-ce que eux, ils vont s'éclater autant que nous? Est-ce qu'ils vont suivre? Ou est-ce qu'on va, bah voilà, aller sortir d'un quotidien qu'ils aiment et finalement les chambouler un petit peu? Donc on avait cette crainte-là comme n'importe quel parent. Et puis, alors on avait d'autres craintes liées au handicap de Charlotte qui est son besoin de routine. Après, d'autres enfants non porteurs de handicap peuvent aussi avoir un besoin de Oui, tout à routine, fait, ouais. hein, je pense, ouais. Donc elle a besoin quand même d'avoir sa petite routine, ses petits repères. Donc là, bonjour quoi, on savait qu'on allait bouger tous les 4 jours, c'était un gros pari. Et à la fin, on s'est dit, on avait vraiment envie de réussir à la faire un petit peu bouger là-dessus justement et la faire évoluer sur ce besoin d'un cadre routinier. Bon, bah, pour le coup, ça a marché, hein. Et puis, notre crainte, c'était qu'elle ait des... En fait, sa maladie, il y a des pics parfois. Donc, voilà, où ça s'aggrave d'un coup Ok. et où le quotidien est encore plus difficile, où les nuits, qui sont déjà très dures globalement chez nous, sont encore plus difficiles. Donc, on s'est dit, bah, 6 mois avant de partir, d'ailleurs, voilà, on a connu un de ces épisodes-là. Euh, on s'est dit, mais mon Dieu, s'il se passe ça pendant le voyage, ça va être l'enfer, quoi. Pour elle comme pour nous. Mais Euh, parce que ces crises, c'est quoi? Elle a des douleurs? Elle a... Ouais, comment- c'est des tensions musculaires qui sont encore plus fortes, présentes qu'habituellement, et qui génèrent de la douleur, de l'inconfort, D'accord. des nuits très compliquées. Donc du coup, elle est explosée, et nous aussi. Donc Ouais. profiter, tu vois, dans ces moments-là, c'est quand même très compliqué. Mm. Tout le monde est un peu sur les nerfs. Enfin voilà, c'est pas propice, quoi. Et puis aussi, notre crainte, c'était que je te parlais du sommeil, c'est que de la changer de logement régulièrement, c'est que bah, les nuits soient infernales et que le changement de lit, le changement d'environnement la perturbe tellement qu'elle ne puisse pas dormir correctement et d'enchaîner ça pendant 3 mois, d'enchaîner des nuits compliquées sur quelques jours, voire quelques semaines, bon, mais d'enchaîner ça pendant 3 mois, on s'est dit, voilà, si elle ne peut pas récupérer, nous non plus, ça peut mettre à mal le projet et faire qu'on rentre, hein, en fait, hein, tout Ouais. simplement, hein. On avait ça en tête, hein, la possibilité que ça ne le fasse pas et qu'on soit obligé de faire retour à la case départ. Et puis la dernière crainte, donc la palio-handicap, c'était une crainte matérielle. Le véhicule, en l'occurrence, qu'on ait un souci avec notre voiture et qu'on soit bloqué sur une étape ou que pire, voilà, qu'il y ait une panne trop importante et qu'on soit obligé de rentrer. Ouais. Et vous aviez déjà à l'avance organisé précisément le trajet, réservé les logements et tout ça? Ouais, moi Ouais. je m'y suis mise 6 mois avant. On va dire que 6 mois avant le départ, on est parti le 26 mars. J'y ai passé mais un temps phénoménal, hein. Je crois que j'y passais toutes mes matinées quand Charlotte était à l'école, à préparer bah, les étapes, me renseigner quand même, hein, sur la question d'accessibilité, les activités qu'on allait faire, parce que le but Ouais. c'était pas non plus de se mettre en difficulté et de se retrouver au bout de 2 semaines avec le dos en vrac avec Nicolas. Et puis les logements, rentrer en contact avec les propriétaires des lieux pour vérifier quand même qu'il n'y avait pas euh, bah, qu'on pouvait aussi accéder avec la voiture vraiment tout près du logement. Ça, c'était indispensable pour pouvoir Ouais. décharger et charger facilement.
Sélectionner des lieux qui nous éloignaient vraiment plutôt des villes. On avait envie d'être au plus proche de la nature, d'avoir des espaces, d'avoir quelque chose de très ouvert, de très dégagé devant nous, avec des vues, tu vois, on avait envie d'horizon, quoi, tu vois, de voir loin. Donc la recherche des hébergements, ça a pris vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors moi, je kiffe, hein. J'adore ça. J'adore organiser les choses d'une manière globale. Puis alors organiser un voyage encore plus, c'est vraiment quelque chose qui m'a donné beaucoup de plaisir parce que j'avais l'impression déjà de voyager, je me projetais et puis je me disais j'espère que ça va leur plaire parce que Nicolas m'a vraiment donné un petit peu carte blanche. Je lui disais voilà, est-ce que ça te va? Voilà, il validait avec moi et hop, on passait à l'étape suivante. Mais donc j'espérais vraiment que ça allait leur plaire et à l'un et à l'autre et à nos proches parce qu'on a beaucoup de proches qui nous ont fait le bonheur de nous rejoindre sur certaines étapes. Donc j'avais envie d'embarquer tout le monde et que ce soit pas juste comment dire, quelque chose qui me plaise à moi et mon rêve à moi, mais que ça embarque tout le monde. Donc je me suis mis une petite pression quand même, je t'avoue. Et finalement, non, tout le monde a été super content. Okay, donc moi aussi. Ça, je trouve que ça s'entend dans ta voix. Ouais. Et alors, comment ça s'est passé donc sur place? Tu nous l'as vite dit tout à l'heure que déjà dès le premier jour, Oui. vous avez été conforté dans votre folie, dans votre choix de partir. Concrètement, comment ça s'est passé? Première étape, donc on arrive sur le lac majeur à Stresa. Sous une pluie torrentielle. On a eu un temps abominable pendant 4 jours et pourtant ça a été une étape magique. Alors déjà parce que c'était la première, t'as l'impression d'avoir le monde à toi, d'avoir le temps à toi. Tu démarres, t'es sur la première étape de l'aventure de ta vie, quoi. Tu vois, donc on a mesuré ce truc-là, on en a pris pleinement la mesure et la conscience et on s'était hyper émouvant même. Enfin, tu vois, je suis encore émue en t'en parlant parce que voilà, on s'est dit on y est, on le fait, on l'a fait. Quand tu sais par quoi on est passé, ce que je t'ai raconté en début de témoignage là, ben, c'était très fort quoi pour nous. Donc il y avait ce côté complètement magique et surréaliste presque. Et puis alors, le côté totalement surréaliste, c'est que Charlotte a dormi mais super bien ces 4 premières nuits. Bon, ça s'est pas enchaîné de la même manière sur la suite, mais en tout cas sur la première étape, elle a hyper bien dormi. Elle a tout de suite été chez elle. On a tout de suite senti, on est arrivé, on a mangé, on est arrivé pour l'heure du déjeuner. On s'est fait un petit truc, voilà, on a vidé notre glacière, on a mangé, on l'a mise au dodo pour la sieste. Elle s'est endormie, comme si elle était chez elle, dans sa chambre, dans son lit. On sentait qu'elle était hyper heureuse d'être là. Et ça s'est, voilà, les jours qui ont suivi, ça s'est passé aussi de cette manière-là, aussi facilement. Et voilà, et c'était comme si les choses étaient tout à fait naturelles pour elle, quoi. Et c'est là où je te dis, ça a levé tout de suite nos doutes. On s'est dit, ça va le faire, ça va aller. C'était le meilleur démarrage possible. Oui, complètement. Ouais. Et donc du coup, bon, après tu as dit, voilà, c'est pas non plus 3 mois, vous n'êtes pas resté 3 mois sur ce même petit nuage. Quelles difficultés vous avez rencontrées? Bah écoute, j'ai envie de te dire qu'on est resté sur ce même petit nuage pendant 3 mois. Ah, génial. On a eu des difficultés qui sont plutôt liées à des nuits difficiles. Ouais. Ou quand tu dors que quelques heures, tu vis moins bien ta journée, la journée qui suit, c'est sûr, et tu apprécies moins bien ce que tu vois. Par exemple, quand on était dans les Pouilles, mais c'était sur la fin du voyage. Et tu vois, on sentait à cette époque-là, pardon, que pour elle, c'était peut-être assez, qu'elle avait envie de reprendre sa petite vie et qu'elle se disait, mais est-ce qu'on va rentrer un jour à la maison ou c'est ça notre vie maintenant? On la sentait, le sommeil était plus compliqué et elle était plus difficile aussi, la journée, plus exigeante, plus impatiente. Donc voilà, les seules galères qu'on a connues, tu vois, c'est ça en fait. Oui, donc des galères que n'importe quel parent en voyage peut Exactement. rencontrer. Ouais, exactement. Après, on a eu voilà, parfois des logements un petit peu moins bien, mais vraiment, tu vois, il n'y a jamais eu une fois, on s'est dit non, c'est pas possible, on peut pas rester là, on se casse, on trouve autre chose. C'est jamais arrivé, c'était toujours suffisamment bien pour qu'on reste. Et dans 90% des cas, j'ai envie de te dire, c'était même absolument génial, quoi. Et qu'on imaginait. Et dans sa globalité, le road trip d'ailleurs, tout s'est déroulé bien mieux que ce qu'on aurait pu espérer en partant. Bon, probablement que toutes ces heures que tu avais passées aussi à préparer, Oui, du sans coup, doute. ont porté Oui, leurs fruits, quoi. oui, je pense, oui. Quel était un peu le... Je sais pas trop comment formuler ma question, mais comment est-ce que vous avez été reçus
Comment les handicaps de Charlotte a été reçu dans les différents pays que vous avez traversés? Est-ce que parfois ça a été un sujet avec des gens que vous avez rencontrés ou Alors, à chaque fois, j'avais prévenu, tu sais, je te disais, je rentrais en contact avec les Ouais, propriétaires avant de réserver un logement, donc je les informais de la situation. Donc du coup, ils étaient déjà sensibilisés un petit peu à pourquoi, et je leur disais aussi pourquoi on venait, quel était le ouais. projet. Donc ils étaient hyper heureux de nous accueillir, globalement, en fait. Bon, parfois, tu sens qu'il y a moins, comment dire, tu sais, ça, il y a la chaleur humaine, quoi, qui fait que ça match plus ou Hmm. moins et qu'il y a des belles rencontres qui se font. Et puis parfois, il se passe pas forcément grand-chose et c'est pas grave, hein, c'est comme ça. C'est la nature humaine. Mais c'est vrai que globalement, alors en Italie, il y a le côté vraiment très chaleureux des Italiens qui nous a permis de faire de très très belles rencontres. On est toujours en contact d'ailleurs aujourd'hui. Et systématiquement, sur les lieux où on passait, de raconter l'histoire de Charlotte et pourquoi on était là. Les pays des Balkans, donc la Slovénie, la Croatie, le Monténégro, c'est moins vrai. C'est des, voilà, c'est des gens qui sont quand même. Alors, il y a eu quand même quelques rencontres formidables, hein, j'en ai plusieurs en tête, je les oublie pas. Mais globalement, c'est des gens qui vont être un peu plus froids et plus difficiles d'accès. Donc, tu vois, pour t'illustrer ça, en Italie, sur chaque étape, on racontait notre histoire. Et moi, je suis plutôt bavarde et j'ai facilement le contact, je noue facilement le contact avec l'autre. Dans les pays des Balkans, ça m'est arrivé peut-être aller 3 fois, quoi, de pouvoir Ouais, ok. de raconter notre histoire. Donc, c'est pas du tout que le handicap de Charlotte était pas le bienvenu, hein, pas du tout, parce que je sentais bien dans les échanges avant de partir avec les propriétaires que ça posait zéro souci et bien au contraire. Mais il y a une certaine pudeur, je pense. Tu vois, c'est pas. euh, voilà, on noue pas contact aussi facilement avec des gens des pays des Balkans qu'avec les Méditerranéens que nous sommes finalement. Ouais, ouais, ok. Non, pourtant, dans les Balkans, c'est aussi considéré un peu comme des pays méditerranéens, mais Ouais, il y peut-être a un peu encore, tu moins sais, l'empreinte latin ou de la guerre ouais, qui est pas qui est pas si lointaine, pardon, ouais, pour eux. ouais. On sent que c'est encore très présent, ils en parlent d'ailleurs assez facilement. D'accord. Et les stigmates sont encore là, et je trouve que on a trouvé, nous en tout cas, hein, et Ah c'est ouais. nous, hein, on a trouvé que c'était des peuples qui étaient assez durs, tu vois, Ouais, je comprends. Un et peu plus pas sur la forcément souriants réserve et facilement, plus sur ouais. la réserve. Sans doute que c'est une protection aussi. Ok. Voilà, nous on l'a analysé comme ça. Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage? Ça fait combien de temps là que vous êtes rentré? Ça fait deux Ça mois à peu près? fait, ouais, bientôt, ça fera deux Ouais. mois le 19 août qu'on est rentré. Ce qu'on retient, on retient beaucoup de choses. Alors la première, c'est qu'il faut oser se lancer. Quand on me demande quel conseil vous auriez à donner, puisque j'essaye d'en parler, c'est vrai on a la chance d'avoir été un petit peu médiatisé et on nous sollicite encore pour en parler. Donc on nous demande souvent quel conseil vous pourriez donner, c'est Ouais. d'oser. En fait, handicap ou pas handicap, hein, d'ailleurs, hein. Mm. Si c'est un rêve, si c'est quelque chose, vous sentez qu'il y a ce feu-là qui brûle, là, qu'il faut que vous le fassiez, c'est sur votre to-do list avant de mourir, vous voulez le faire. Bien sûr qu'il faut mettre des choses en place, bien sûr qu'il faut de l'argent, bien sûr que ça ne se fait pas comme ça si facilement. Nous, ça faisait 5 ans qu'on le projetait. On a fait des économies. Il y a forcément des choses peut-être sur lesquelles il va falloir faire certains sacrifices. Mais toute solution, je pense que les solutions se trouvent. Voilà. Donc c'est le premier pas, c'est de se lancer, c'est d'oser y aller, c'est le plus difficile. Encore plus quand on a un enfant en situation de handicap, ça c'est une évidence. Il y a quand même un petit saut dans l'inconnu qui fait franchement peur, mais on revient avec, comment dire, grandi justement et enrichi par ce truc de dire on a fait un truc de fou quoi. On est parti avec notre fille qui est handicapée à plus de 80%, qui n'a pas d'autonomie, il faut plein d'appareillage et on l'a fait et on en revient avec la satisfaction de, comment dire, d'être allé au bout d'un rêve, d'avoir pris cette revanche sur la vie qu'on s'était juré de prendre quand elle était vraiment au plus mal en réanimation et, euh, et de pas laisser notre part, quoi, tu vois. Voilà, on est revenu avec cette sensation on vit peut-être encore plus fort que des personnes valides. Et ça, c'est pour nous un truc qui est énorme. Ensuite, on revient avec la certitude que c'est que le début, que le handicap de Charlotte va grandir avec elle et que ça sera sans doute de plus en plus compliqué. On est lucide par rapport à ça avec Nicolas, avec mon mari, mais qu'on trouvera à chaque fois des solutions. Aussi longtemps qu'on aura l'énergie physique et mentale de le faire, on trouvera des solutions. Donc on continue et on avance et on est déjà en train d'imaginer les projets suivants.
On revient aussi avec la certitude qu'un enfant s'adapte à tout, globalement, en fait. À partir du moment où il est avec papa, maman ou ses coparents, peu importe, en tout cas où il est avec des personnes de son entourage avec lesquelles il vit quotidiennement, tout va bien pour lui, en fait. C'est ce dont il a besoin, c'est ses repères familiaux. Le reste, c'est de la littérature et un enfant s'adapte. On revient avec aussi des choses qui ont changé en profondeur chez nous. Par exemple, moi, si je peux t'illustrer ça par quelque chose qui, où je sens qu'il y a quelque chose qui a bougé, c'est qu'avant, j'étais plutôt à avoir besoin d'accumuler les choses. J'étais plutôt dans la société de consommation. Et là, depuis que je suis rentrée, j'ai plus envie de faire les magasins. Euh, j'ai plutôt envie de me libérer de l'espace de stockage parce qu'on est parti avec rien. On n'avait qu'un sac à dos, un sac cabine chacun pour 3 mois. D'accord. Parce qu'on n'avait pas l'espace suffisant, il fallait laisser la place aux appareillages, ça c'était indispensable, alors que d'avoir 2 robes de plus ou un t-shirt de plus, ça c'était pas indispensable. Et je me suis rendu compte pendant 3 mois, Nicolas aussi, lui est moins dans la consommation que moi, mais malgré tout, tu vois, il aime bien les belles choses, etc. On s'est rendu compte tous les deux qu'on a besoin de rien en fait. Et non seulement tu as besoin de rien, mais qu'est-ce que tu te sens plus libre et tu te poses moins de questions, tu t'embêtes moins la vie à te dire, bon alors attends, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je fais à manger. Quand tu es sur une étape que 3-4 jours, tu achètes juste ce qu'il te faut. Tu réfléchis à tes menus, tu sais que tu vas pas passer 2 heures en cuisine, donc tu achètes un peu le minimum. Et de libérer ça, quand tu as déjà une charge mentale qui est dingue, parce que la vie fait qu'on Oui. est là-dedans, et qu'en plus, nous, avec notre quotidien, avec Charlotte, je pense qu'on a encore une couche supplémentaire par rapport à des parents lambda, Absolument, hein, absolument. eh ben, ça vide, tu vois, ça fait du bien. Et donc ça, c'est quelque chose avec lequel on est rentré, et on est vraiment... Enfin, voilà, une grosse leçon, ça, tu vois. Et c'est quelque chose que je conseille d'expérimenter à tout le monde, de partir, même, tu vois, on n'est pas besoin de partir 3 mois, de partir en vacances léger, de ne pas embarquer avec nous la totale, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin. Donc, d'éliminer petit à petit, tu vois. Ah, bah Ah ça, ouais. j'ai besoin, vraiment. Non, pas vraiment, non. Allez, hop, on élimine encore, 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 encore. Et tu te rends compte que tu as besoin de vraiment très, très peu de choses pour être heureux et que tu gagnes en liberté, quoi, vraiment. C'est marrant parce que ce que tu en retiens de ce voyage, les apprentissages que vous avez faits, etc., enfin voilà, ce qui vous marque et qui Ouais, perdure aujourd'hui, c'est ce qu'expérimentent tous les voyageurs en fait, oui, n'importe quel voyageur. J'ai oui, l'impression que bon, c'est souvent ces retours-là. Et comme tu le dis, bon, bah, vous avez une couche de charge mentale en plus hein, quand même par rapport à une famille lambda. oui. Et donc, ouais, ouais, non, c'est hyper intéressant et inspirant finalement ton retour. Bah, tant mieux, parce que si effectivement on peut donner l'espoir, tu vois, à Ouais, d'autres parents qui vivraient une situation similaire à la nôtre, ouais, de se dire que la vie s'arrête pas au handicap et qu'on peut faire plein de choses, et peut-être qu'on doit les faire encore plus intensément, tu vois, les vivre encore plus intensément, ces vies-là, parce que ce ne sont pas des vies au rabais, en fait. mm, Nos enfants ont le droit au meilleur comme n'importe qui, et donc si on peut inspirer et donner une petite impulsion, très modestement quand je te dis ça, hein, tu vois, à d'autres, vraiment, nous, on a tout gagné, quoi. ouais, ouais, non, mais t'as raison parce qu'en fait, c'est vrai quand même, il vous est tombé dessus un truc qui a chamboulé vos vies. Enfin, cette naissance prématurée, ces handicaps, enfin, ça a dû tout bouleverser dans vos repères et dans ce que vous connaissiez de la vie jusqu'alors. Oui, Et bon, je trouve ça assez fort, assez joli quand même, votre ouais, histoire, que bon, bah, finalement, la vie a été chamboulée, mais la vie continue. Et donc, ouais. La vie continue et elle ouais, continue même différemment. Alors, on n'a pas tous la même ressource hein, psychologique. Je pense aux familles aussi qui sont aux familles monoparentales hein, ouais, qui ont cette charge-là seules. Il y en a beaucoup, malheureusement, quand on parle de handicap. Il y a énormément de ah séparations. ouais, Le nombre de séparations post-annonce d'un handicap, c'est monstrueux, quoi. C'est souvent, malheureusement, les papas hein, un peu qui sont démissionnaires pour le coup. Bon, bah, quand t'es tout seul, c'est quand même pas la même, hein. ouais, ouais, bien sûr. Faut pas se le cacher. Donc nous, on a la chance avec Nicolas d'être un couple uni et solide dans l'adversité et d'avoir aussi une ressource mentale, psychologique, d'être très bien entouré. Ça aide beaucoup. Donc j'en ai tout à fait conscience. Mais il faut quand même se dire que finalement, quand survient un accident, une épreuve dans la vie comme celle-ci, ça peut être
voilà, tout type d'épreuves hein, qui t'obligent à repenser un peu les choses et ton quotidien et à remettre en perspective et redonner du sens, un sens différent, tu te rends compte que l'essentiel, il n'est pas forcément là où tu le plaçais avant. Et ça, c'est un enseignement hyper important. Tout n'est pas acheté, en fait, dans ce qu'on a vécu. Bien sûr, c'est un traumatisme et que la vie, le quotidien, il est loin d'être facile tous les jours, mais on a gagné beaucoup de choses aussi. Vous avez créé une association Oui, qui s'appelle Charlotte Co, si je ne me trompe pas. c'est ça. Est-ce que tu veux en parler peut-être pour conclure l'épisode ? Oui, avec plaisir. Donc Charlotte Co, on a créé cette association en tout début d'année pour sensibiliser davantage sur le handicap chez l'enfant. Alors plutôt handicap moteur parce que c'est ce qu'on connaît, donc on préfère parler que de ce qu'on connaît. Je pense qu'on en parlera mieux quand même que d'aller sur d'autres sujets qui sont tout aussi importants, hein, d'autres types de handicap. Mais voilà, on ne va pas être pertinent, je trouve. Je trouve qu'on n'a pas la légitimité pour en parler. Donc nous, on parle du handicap moteur. Pour montrer que ce sont des enfants qui sont des enfants, bah voilà, ce sont des leçons de vie, ces petits loulous-là, et ils ont plein de choses à nous enseigner, à nous apporter. Et nous, on a envie vraiment, avec Nicolas, de les mettre en avant et de les mettre en lumière. Donc ça, c'est la première des choses, sensibiliser, communiquer. Et puis ensuite, c'est d'aller un peu montrer qu'on peut vivre des choses proches de chez soi ou loin de chez soi, peu importe, en famille et à l'extérieur de la maison, des activités en plein air, des loisirs, du sport. Et on a envie d'aller frapper à la porte de nos élus. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour tout dire, depuis qu'on est rentré, on a eu quelques contacts déjà et on va avoir des rendez-vous à la rentrée pour proposer sur la ville de Dijon notamment de développer plus de parcs de jeux inclusifs dans les parcs pour enfants. Voilà. On se rend compte aussi qu'il n'y a pas suffisamment de possibilités de vivre des activités. En fait, pour moi, l'enfance, si tu veux, l'enfance, ça veut dire jeu, ça veut dire jouer, être un enfant. Donc quand tu penses aux jeux, tu penses aux jeux à la maison, tu penses aux jeux balançoires, tu vois, dans les parcs, que ce soit chez toi, tu penses aux jeux type activité de plein air, faire de la luge par exemple, des choses comme ça, aller à la plage, partir en vacances. Et en fait, des choses inclusives, il y en a, je trouve, pas suffisamment mon goût. Des luges adaptées par exemple, ça n'existe pas. Les manèges, quand tu vas dans un parc d'attractions, il n'y a jamais un manège adapté. Tu vois, avec un harnais qui va permettre un meilleur maintien pour un enfant qui est hypotonique, qui tient pas bien son tronc. Donc on aimerait œuvrer pour plus d'accessibilité pour tout ce qui est donc loisirs, jeux, activités de plein air en famille, sport, voilà, etc. Okay. Donc notre association, son objectif, c'est vraiment sensibiliser, communiquer et puis essayer d'être porteur de projets pour aller vers plus d'inclusion. Okay. Faut quand même, voilà, juste aussi pour terminer, savoir qu'une famille, des parents qui prennent soin d'eux, qui peuvent avoir des activités sportives de plein air avec leur loulou en situation de handicap ou pas, mais voilà, plutôt en famille, nous c'est là-dessus qu'on milite, c'est des parents qui vont prendre soin d'eux physiquement et mentalement, qui vont aller bien le plus longtemps possible pour prendre en charge nos enfants en situation de handicap moteur. Donc ce sont des parents qui vont avoir moins besoin de consommer de la médecine, des séances de kiné, parce qu'ils auront fait attention à leurs abdos, à leur dos, physiquement, mentalement. Tu vois, si tu vas bien, tu tiens plus longtemps le coup, quoi, tu vieillis mieux. Et ça prend encore plus de sens quand tu as un enfant que tu vas devoir accompagner, tu le sais, toute sa vie. Donc c'est pour ça que ça nous paraît important d'aller sur ces sujets-là avec Charlotte Co. Et de quoi avez-vous besoin ? Est-ce qu'on peut vous soutenir d'une manière ou d'une autre ? Oui, alors ça va être en nous relayant. Voilà, nous on le dit beaucoup. Hein, la meilleure façon je pense, c'est être visible. Tu vois, plus t'es visible et plus t'as du poids. C'est bête, hein, mais aujourd'hui Instagram par exemple, on le sait, plus t'as de suivi, plus t'as de followers, plus tu vas être entendu en fait et écouté. Et moi je le vois, plus on monte plus on grandit, plus la communauté grandit et plus d'un coup on intéresse en fait et on nous écoute davantage. Donc ça va être pas hésiter à nous partager, à nous relayer si ce qu'on raconte et notre cause vous touche de près ou de loin, que vous soyez confrontés ou pas. N'hésitez pas à partager, à relayer. Après, ça peut être aussi en faisant un don à notre association. Donc là, on peut revenir vers moi en message par Instagram, ou, puisqu'on n'a pas de site internet encore. Hein, on a vraiment le compte Charlotte Co 21 sur Instagram.
Donc les dons qui seront faits à l'association, c'est une association d'intérêt général, donc c'est pas pour nous, hein, c'est vraiment pour pouvoir mener des projets pour que ça intéresse tous les enfants dans une situation similaire à celle de Charlotte. Ça peut être éventuellement aussi en proposant du matériel ou en disant bah tiens, moi j'ai un logement adapté que je peux mettre à disposition pour des familles qui n'ont pas forcément les moyens de partir en vacances, et nous on se mettra en lien avec ces familles-là, tu vois, des familles qui voudraient partir une petite semaine, quelques jours, qui n'ont pas les moyens, qui sont en difficulté aussi pour acheter des appareillages. S'il y a des gens qui entendent ce podcast et qui se disent bah tiens, moi j'ai un appareillage, je l'utilise plus parce que ma fille, mon fils a grandi, et que peut-être que ça peut intéresser tu vois, une autre famille, voilà. Notre communauté, Charlotte & Co, on a envie, nous, avec Nicolas, qu'elle serve à ça aussi, à être dans l'entraide, en fait. Donc voilà, les différentes façons d'aider, ça peut être ça. Ok, bon bah super, le message est passé. Je mettrai évidemment le lien vers votre page Instagram Charlotte & Co 21 dans les notes de l'épisode et sur l'article du blog. Okay. Et voilà. Merci beaucoup Aline, on a tenu le timing imparti. C'était une très jolie histoire, franchement je suis très heureuse de pouvoir la proposer aux auditeurs de Parents Voyageurs et voilà, de faire connaître votre cause pour que le plus de personnes possibles puissent vous soutenir et vous encourager. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci à toi. Un immense merci à Aline pour son témoignage et surtout un très grand bravo d'avoir tenu bon et de s'être accrochée à cette promesse qu'il s'était faite il y a 5 ans. Je vous avoue que je me suis parfois un peu sentie bête dans mes réactions tellement j'étais abasourdie par tant de résilience et de simplicité dans les mots d'Aline. C'est vraiment bluffant, je trouve, de réussir à prendre autant de recul sur une situation quotidienne aussi difficile à gérer. Quand on n'y est pas confronté comme moi, je crois qu'on a du mal à imaginer ce que ça représente d'élever un enfant porteur de handicap. Et j'ai eu un peu de difficulté à trouver des mots et à être à la hauteur de mon invité. Mais une chose est sûre, je suis particulièrement heureuse que le podcast de Parents Voyageurs puisse donner un peu de visibilité à la belle cause que portent Aline et Nicolas grâce à leur association Charlotte & Co. Alors à vous de jouer maintenant, parlez-en autour de vous et abonnez-vous à leur compte Instagram Charlotte & Co 21. Il y a des petits tirets du 8, des underscores entre chaque mot. Charlotte & Co 21. Et pour que le podcast de Parents Voyageurs puisse continuer à donner la parole à des invités toujours plus inspirants, abonnez-vous, mettez des étoiles, commentez, likez et partagez. Merci beaucoup et à très bientôt.